Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les prêts en devises et l'annulation du risque de change. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître David Dana, avocat spécialisé dans les contentieux bancaires. Maître Dana nous parle depuis ses locaux à Paris et il va en fait nous présenter les différents cas de recours, va nous dire où nous en sommes d'un point de vue des différentes procédures et répondra à toutes vos questions que je vous invite à vous poser dès maintenant via le chat que vous avez donc sur la droite de votre écran. Pour ma part, je suis donc David Tallerman, le fondateur de travaillerensuisse.ch et l'auteur de Travailler et vivre en Suisse, et je vais laisser donc la parole à Maître Dana qui va se présenter. Oui, bonjour. Effectivement, mon domaine d'activité porte essentiellement en ce moment sur les contentieux bancaires et financiers. Donc, c'est avec plaisir que je répondrai aux questions des internautes. Et évidemment, on va évoquer le cas des prêts en francs suisses et le risque de change qui est attaché à ces prêts, puisque lorsque les prêts ont été souscrits en 2006-2007 notamment, le franc suisse était beaucoup plus bas par rapport à l'euro, et l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro provoque, dans certains cas, tels que nous allons l'évoquer, des préjudices pour les emprunteurs. Merci Maître Dana. On va donc on va démarrer donc sur en tout cas la première partie où en fait vous allez simplement peut-être établir un petit peu le paysage comme on dit et dire finalement les différents cas où les recours sont possibles. Oui, alors le premier cas, celui qui est listé, c'est celui où l'emprunteur n'a plus de revenus en francs suisses par rapport à la date d'octroi du prêt, et soit en étant inscrit à Pôle emploi, soit en ayant un nouvel emploi en euros, se retrouve confronté à la problématique suivante: sa dette est en francs suisses, mais ses revenus sont en euros. Alors évidemment, à chaque règlement de mensualité, le change se réalise, donc le préjudice est subi par l'emprunteur. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas est plus grave, dans la mesure où le préjudice est plus important. C'est le cas où la personne, l'emprunteur, souhaite rembourser par anticipation le prêt en vendant son bien immobilier. Et là, le capital restant dû est libellé en francs suisses, tandis que le produit de la vente du bien immobilier sera libellé en euros. Et donc là, le change va être, en tout cas actuellement, très défavorable à l'emprunteur, voire causer un empêchement de vente, puisque la dette en francs suisses peut excéder la valeur du bien en euros. C'est le cas topique le plus important qui est subi par les emprunteurs, et c'est la situation la plus litigieuse et la plus difficile à gérer pour les emprunteurs, sauf à intenter une négociation amiable avec la banque ou un recours judiciaire. Et le troisième cas, c'est le cas du prêt in fine. Ce sont ces prêts dont le capital doit être remboursé à la fin du prêt, à la fin de la durée du prêt. Donc, il n'y a pas d'amortissement, il n'y a qu'un règlement des intérêts pendant la durée du prêt, et puis une échéance finale au cours de laquelle le capital va être remboursé. Souvent, ces montages de prêt in fine étaient, pour les frontaliers, un adossement à un troisième pilier. En France, un contrat d'assurance vie qui est alimenté au fur et à mesure de la durée du prêt afin de pouvoir rembourser in fine le prêt. Et là également, on a une dette en francs suisses qui est souscrite pour une durée de 20 ans, par exemple, et cette dette-là va s'apprécier
proportionnellement à l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro. Et donc, prenons un exemple par rapport à 2007, avec un taux initial de change euro-CHF de 1,60 pour 1 euro. En 2015, on arrivait à une parité de 1 franc suisse pour 1 euro. Donc, il y a eu une appréciation de la dette libellée en francs suisses de 60 ou 65%. Et donc là, évidemment, pour des prêts importants, le préjudice peut être colossal. Alors si je vous comprends bien, maître Dana, ici, finalement, il faut qu'il y ait clairement un préjudice pour qu'on puisse faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Ah oui, il faut un préjudice. Il est certain que si la personne ne souhaite pas rembourser par anticipation son prêt, donc ne souhaite pas vendre son bien immobilier, ou si la personne emprunteur a des revenus en CHF, il n'y aura à ce moment-là, dans ces deux cas, pas de préjudice et donc pas de recours possible. Le prêt continue sa vie pendant la durée du prêt. L'emprunteur rembourse et donc il n'y a pas de préjudice puisqu'il n'y a pas de change, il n'y a pas de remboursement par anticipation, il n'y a pas de vente d'un bien en euros. Et donc aucun recours n'est possible en cas d'absence de vente et de remboursement anticipé. Ok. Je propose de passer aux différents types effectivement de préjudices. Oui. Alors le préjudice classique, c'est pour la personne qui a des revenus en euros et qui doit rembourser sa dette en francs suisses, c'est la différence entre le taux de change initial et le taux de change appliqué pendant la mensualité. Si 1000 francs suisses de mensualité ou trimestrialité correspondait à 650 euros à une date donnée, la variation du change peut avoir pour effet d'augmenter la dite mensualité. Pour régler les 1000 francs suisses, il va falloir que l'emprunteur règle davantage en contre-valeur en euros. Ça, c'est le premier cas de figure qui est largement rencontré en cas de perte d'emploi ou en cas d'emploi trouvé en France. Le deuxième cas de figure est celui qui a été évoqué précédemment, où le capital restant dû est en francs suisses et la valeur du bien est en euros. En Haute-Savoie ou en Alsace, vous avez des marchés immobiliers qui n'ont pas connu une conjoncture très favorable. Donc il n'y a pas eu de plus-value, d'augmentation de la valeur du bien qui permet d'éponger la perte financière liée à la variation du change. Maître Dana, je vous invite à bien parler dans le micro parce qu'il y a certains moments, en fait, on vous entend un peu moins bien. Très bien, pas de problème. Et donc le troisième cas de figure, c'est celui du capital restant dû, mais ça a été écrit 2 fois. Donc c'est toujours la variation du franc suisse par rapport à l'euro, l'appréciation du franc suisse qui génère des pertes financières pour les emprunteurs. D'accord. Donc typiquement, on est dans le cadre pour par exemple une personne qui souscrit un prêt en francs suisses, qui a des revenus en francs suisses et qui perd son emploi. On est bien dans le cas en fait d'un préjudice. On est d'accord? Oui, absolument. Parfait. D'ailleurs, c'est le cas d'Irina. On répondra à la question peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, c'est bien noté, Irina. Alors, je propose, avant de commencer, je dirais sur la partie questions à proprement parler, parce que je crois que c'est intéressant de voir ça. Les principaux en fait arrêts de justice qui ont été rendus, histoire de voir un petit peu où on en est. Donc, Maître Dana, je vous laisse aborder le sujet. Oui, là, il y a eu une série de décisions de justice favorables aux emprunteurs qui a été rendue dans le cours de l'année 2017. Il y a eu ces fameux arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017. Ce sont les arrêts Helvetimo, où la banque BNP Paribas avait proposé des montages financiers assez
complexe pour des emprunteurs qui devaient investir également dans de l'investissement locatif. La Cour de cassation a dit plusieurs choses, mais un des apports de cet arrêt est de dire que les juges du fond, c'est-à-dire les magistrats qui sont chargés de juger les affaires qui leur sont présentées, ont pour obligation de vérifier si il n'y avait pas un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt au regard des capacités financières de l'emprunteur, le risque de change créant un endettement excessif. Et un des deuxièmes apports de cette décision, c'est que les juges du fond sont tenus de vérifier si la clause stipulée dans les contrats relative au risque de change n'est pas déséquilibrée et n'est pas, se faisant abusive, en étant rédigée au détriment de l'emprunteur. Donc, la Cour de cassation dit bien clairement qu'un contrat qui est un contrat d'adhésion, un contrat de prêt entre un emprunteur et une banque, ne peut pas prévoir, dans une clause rédigée à l'initiative de la banque, que le risque de change soit à la charge exclusive de l'emprunteur. Aujourd'hui, ces clauses-là que l'on retrouve dans tous les contrats de prêt, des prêts en devises, ces clauses-là peuvent être jugées abusives et en cas de saisine des tribunaux par les emprunteurs, les effets de cette clause, donc c'est des clauses de décharge de responsabilité, des clauses qui disent aux emprunteurs, bah voilà, si ça se passe mal, c'est vous qui supporterez les conséquences financières, c'est vous qui devrez régler la différence entre le taux de change initial et le taux de change applicable en cas de remboursement anticipé ou en cas de règlement des échéances. Eh bien, cette clause-là, qui met à l'abri la banque de toute poursuite, peut être jugée abusive. Donc ça, c'est très important, puisque parfois, dans des contrats, on voit 2 lignes où il est stipulé que la banque a prévenu l'emprunteur du risque de change et que l'emprunteur assume exclusivement le risque de change. Ces clauses-là, qui n'ont pas été accompagnées d'un devoir d'information, d'exemples et de simulations pour bien faire comprendre aux emprunteurs à la date d'octroi du prêt les conséquences et les risques qui étaient attachés à la souscription de tels prêts en devises. Ces clauses-là de décharge de responsabilité peuvent être cassées par les tribunaux. Et ça, c'est très important puisque ce sont des arrêts du 29 mars 2017, donc qui sont récents et qui vont, a priori, faire jurisprudence auprès des juridictions du fond. Donc ça, c'est l'information la plus importante de l'année 2017. Mais par ailleurs, pour d'autres prêts en devises qui ont été souscrits cette fois-ci en Roumanie, il y a eu une question préjudicielle et une demande auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a eu de nombreux arrêts, mais le plus récent date du 20 septembre 2017. Cet arrêt a été... Allô ? Oui. Oui. Oui, cet arrêt a été publié et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dit également en quoi la clause d'un prêt peut être jugée abusive. Alors, c'est un arrêt qui est assez technique, mais vous avez repris quelques lignes. L'information de l'emprunteur doit se placer à la fois sur le plan formel et grammatical, et également quant à sa portée concrète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne, l'emprunteur,
face à une clause contractuelle, souvent rédigée en tout petit, doit pouvoir comprendre cette clause. La clause doit être claire et compréhensible. Alors claire, il faut qu'elle soit rédigée de manière claire, mais également compréhensible, c'est-à-dire que l'emprunteur, qui n'a pas fait d'études de droit, qui n'est pas juriste, qui n'est pas un financier, doit pouvoir comprendre immédiatement à la lecture de la clause quelles conséquences financières vont être attachées au prêt et justement à la devise, le fait que le prêt soit en devise, quelles conséquences financières. Typiquement, aujourd'hui, c'est très facile de s'en rendre compte. 10 ans après, on a l'expérience suffisante pour dire, ben voilà, on a souscrit un prêt à 1,65. Aujourd'hui, le taux de change est à 1,17. Cela signifie quoi? Ben, cela signifie, dans certains cas, en cas de remboursement anticipé, pour certains montants de prêt, l'emprunteur va devoir payer 100 000 euros de plus, 70 000 euros de plus, pour des prêts plus importants, des montants plus importants. Est-ce que la banque a pu valablement prévenir l'emprunteur de cette conséquence financière en temps utile? C'est la question que doivent se poser les juges. C'est la question à laquelle invite la Cour de justice de l'Union européenne en disant vérifier que la clause contractuelle a été rédigée de manière claire et compréhensible. Également, compte tenu de l'aptitude des emprunteurs à la comprendre, c'est-à-dire qu'une personne qui est ouvrier qualifié peut comprendre plus difficilement et nécessite une information plus soutenue qu'une personne qui est déjà bac plus 5 et travaillant dans le monde de la finance ou dans le monde du droit. Donc chaque cas va être particulier puisque la compréhension de la clause suppose le caractère averti ou non du client qui doit pouvoir comprendre immédiatement. Dans la plupart du temps, la plupart des cas, les banques n'ont absolument pas accompagné les clauses litigieuses d'exemple et de simulation. Et ce n'est qu'à partir de 2014 où les banques ont modifié leur documentation contractuelle et les clauses qui faisaient 2 lignes et expéditives, aujourd'hui font 3 pages, prennent en compte des exemples, attirent l'attention de l'emprunteur avec des simulations concrètes qui permettent aujourd'hui aux emprunteurs de comprendre ce à quoi ils s'engagent. Mais avant 2015, la plupart des banques se contentaient de prévoir des petites clauses qui étaient rédigées de manière lacunaire. Et ce sont ces clauses-là qui sont litigieuses et ce sont ces clauses-là qui peuvent, devant un tribunal, être jugées abusives, de sorte que le préjudice qui est subi par l'emprunteur, la perte financière qui est attachée à la variation du change, pourrait être mise à la charge de la banque et non plus de l'emprunteur par un juge. Merci pour ces explications. C'est vrai qu'un des exemples précis, je pense, aurait quand même, inciter un certain nombre de clients et d'emprunteurs à changer leur décision, parce que suivant les simulations, ça peut faire très très peur. Maître Dana, on commence à avoir pas mal de questions. Je vous propose de commencer à y répondre si ça vous convient. Il y en a une que j'aime bien. Alors, vos questions sont toutes très très bien, hein, mais il y en a une que j'aime bien parce qu'elle est, je pense qu'elle est pas facile. On va commencer par une dure. Christophe nous demande si on peut considérer que la banque a réalisé son travail d'information en ayant régulièrement envoyé des courriers sur le risque de change. Tout dépend des termes du courrier. Si la banque s'est contentée de dire que la dette a varié en fonction du taux de change, là, il n'y a pas d'information. C'est une information qui est réalisée en cours de prêt, mais que lorsqu'on parle de devoir d'information, c'est pas un devoir d'information en cours de prêt, mais c'est au moment de la conclusion du prêt. C'est un devoir d'information pré-contractuelle, c'est-à-dire avant de signer. C'est un peu facile en cours de prêt de dire, ben voilà, aujourd'hui la situation dans laquelle vous êtes
tel et tel et tel. Non, il faut bien prévenir les emprunteurs, enfin les banques devaient prévenir avant de signer des conséquences financières. Le devoir d'information et toutes les clauses litigieuses et les responsabilités des banques s'apprécient au jour de la conclusion du contrat, pas après. Oui, effectivement, c'est un peu facile. Merci. J'ai une autre question. Ah, pardon, je vous interromps. C'est peut-être un avis ou pas fini le développement? Non, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, on parle des clauses abusives, les clauses de prêt qui peuvent être jugées abusives, mais c'est la même chose pour l'annulation des prêts. Là, pour les prêts qui ont été souscrits dans un délai postérieur à 5 ans, c'est-à-dire aujourd'hui pour les prêts souscrits à compter de 2013, ces prêts-là peuvent être annulés. C'est une sanction qui est beaucoup plus lourde. On ne parle pas de la nullité d'une clause, mais la nullité de la totalité du contrat, avec des conséquences qui sont bien plus importantes, puisqu'en cas de nullité et d'annulation du contrat, ce n'est pas simplement le risque de change ou les pertes financières qui sont liées au change qui doivent être supportées par la banque, mais en cas d'annulation du prêt, on demande à la banque de restituer également tous les intérêts qui ont été versés depuis la date d'octroi du prêt, de sorte qu'on se remet en situation à la date de signature du prêt, on casse le contrat, on l'annule, et donc dans la limite de 5 ans, qui est le délai de prescription, l'emprunteur récupère la totalité des intérêts qui ont été versés, qui sont évidemment affectés au remboursement du capital, et l'emprunteur restitue le capital au taux de change initial. Donc, à la fois, il ne supporte pas le risque de change et il ne supporte aucun intérêt, même si les taux d'intérêt étaient bas. Là, c'est un taux d'intérêt nul, zéro. Ouais, ce qui est quand même une décision très très violente, je pense, pour la banque. Alors là, c'est pas, excusez-moi de vous interrompre, ce n'est pas une décision, c'est 15 décisions qui ont été rendues par la Cour d'appel de Metz en avril 2017 et sont des décisions qui ont été qui ont évidemment une portée très importante. Merci pour ces précisions. Henri Capel nous dit, voilà, il suffit qu'une personne soit informée du risque pour que la clause ne soit pas abusive. Donc, est-ce qu'il a raison en disant ça? Oui, c'est bien ça le nœud du problème. Il faut que l'emprunteur ait bien été informé en toute connaissance du cause, des informations suffisantes pour permettre aux emprunteurs de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. Si effectivement la banque a rempli son obligation, a bien prévenu, informé, averti, alerté de toutes les conséquences qui peuvent être négatives et qui peuvent être subies au fur et à mesure du prêt, oui, la banque à ce moment-là n'est pas responsable puisqu'elle a fait son travail et elle a informé les emprunteurs qui se sont engagés en connaissance de cause. On ne parle pas justement de ces cas-là. Si la banque a bien fait son travail, il n'y a aucun recours possible et à ce moment-là, l'emprunteur assume le risque qu'il a bien voulu prendre. Et ça, évidemment, il n'y a aucun souci pour ces cas-là. Le problème, c'est lorsque la banque n'a pas informé l'emprunteur, lui a laissé croire que le franc suisse était une valeur refuge, qui n'allait pas varier, ça allait être un prêt sans aucun problème, ça allait permettre d'acheter la maison de famille et que finalement c'était les affaires courantes. Non, aujourd'hui on se retrouve avec des situations qui peuvent être dramatiques, des échéances qui peuvent plus être remboursées par des personnes qui ont perdu leur emploi en Suisse, des personnes qui ne peuvent pas vendre, et c'est ces cas-là qui n'ont pas été mis en exergue à la date d'octroi du prêt qui sont litigieux. Les autres évidemment sont couverts. Merci. Il y a Irina qui nous dit, on est un peu dans le sujet, j'ai perdu mon emploi en Suisse. Combien de temps prend la procédure? Peut-on l'entamer pendant la période de suspension de paiement des échéances pendant 2 ans pour cause de chômage et l'impossibilité momentanée de payer?
Là oui, lorsque l'emprunteur a demandé une suspension des échéances, c'est la preuve qu'il y a un problème. Si l'emprunteur a manifesté son impossibilité de régler, le juge évidemment pourra évidemment comprendre que c'est un prêt litigieux. Si le prêt ne peut pas être remboursé, c'est que y a eu un problème. Donc, ce sont des éléments évidemment de preuve qui permettent de caractériser l'état de surendettement ou caractère abusif du prêt, le prêt, par l'effet de la variation du change, excède les facultés contributives de l'emprunteur, de sorte à lui empêcher de régler les mensualités ou les trimestrialités. Donc oui, ces demandes de suspension peuvent être faites et ultérieurement, l'emprunteur, sous réserve de pouvoir financer la procédure, peut évidemment saisir le tribunal et faire constater le manque d'informations, les conséquences financières désastreuses dans lesquelles se trouve l'emprunteur et demander la réparation de son préjudice. Merci. Jean-Manuel nous pose une question très intéressante. Il nous dit, si le bien est en France et est destiné à la location, est-ce que l'on peut considérer qu'il y a préjudice, car les loyers sont bien sûr perçus en euros et le prêt est en francs suisses? Alors oui, c'est un cas de figure qui se présente de manière très régulière. Vous avez des investissements locatifs, des biens donc qui sont loués en euros, afin de permettre le remboursement de la dette en francs suisses. Alors parfois les loyers couvrent les mensualités, parfois non. Maintenant, le problème est distinct. Est-ce qu'il y a un préjudice de percevoir un loyer d'un montant inférieur à la mensualité? La réponse est non, puisque ce n'est pas exclusivement lié au change. Ce sont des problématiques qu'on peut rencontrer même sur des prêts en euros avec des loyers inférieurs à la mensualité. Je pense qu'il faut bien, pour que tout le monde ait les idées claires, il faut garder les deux cas de figure les plus importants. Le risque de change est subi en cas de perte de revenus en francs suisses. Et deuxième cas de figure, le plus grave, c'est en cas de remboursement par anticipation du prêt. Le cas des loyers n'entre pas dans ces deux cas de figure. D'accord. Merci. J'ai une question là de Sébastien. Je vais la résumer parce qu'elle est un petit peu longue, mais sa question est très intéressante également. Il nous dit, voilà, à la signature du crédit, on nous informe qu'il y a un risque de change, mais on ne nous dit pas que la Banque nationale suisse maintenait la devise, enfin le franc suisse artificiellement par rapport à l'euro. Donc on parle du taux plancher. Donc sa question, en gros, est-ce que le fait de savoir cette information et de ne pas l'avoir communiquée, est-ce qu'on peut considérer que c'est une faute en termes d'information sur le risque que l'emprunteur prend ou a pris? Non, je ne le crois pas. La banque n'a pas à donner toutes les informations financières dont elle dispose. Le monde de la finance est un monde technique. En revanche, ce qui est important, c'est non seulement d'alerter sur le risque de change, mais d'expliquer à la personne qui contracte avec la banque les conséquences financières que cela signifie pour elle. Il faut que ça soit très pratique, au cas par cas. Parler de la BNS et de la variation et de la macroéconomie. Oui, si quelqu'un est parfaitement loyal, il pourrait tout divulguer, mais ça pourrait être trop technique. Ce qu'il faut évidemment expliquer, ce que la banque devait expliquer aux emprunteurs, c'est en pratique le montant de l'échéance qui va augmenter avec des exemples. Le risque de change, lorsque vous empruntez, ça reste très théorique, même si on vous parle de la variation possible, ça veut rien dire tant qu'on ne vous parle pas en euros. Si une mensualité augmente de 50%, ça veut dire passe de 3 000 francs suisses
à 4500 francs suisses. Voilà, là, les gens peuvent très bien comprendre, et c'est avec des informations concrètes que l'information doit être donnée au cas par cas, concrète, de manière à alerter du risque. Il aurait fallu que le banquier soit très diligent en expliquant, voilà, faites attention, si la Banque nationale suisse cesse de supporter le franc suisse, pour vous, ça va être une augmentation de 20%, votre mensualité va passer de temps à temps. Est-ce que vous avez les moyens de payer si il y a une variation du change importante? Que se passe-t-il si vous perdez votre emploi? Que se passe-t-il si vous avez un troisième enfant et que vous souhaitez vendre et que vous devez vendre avant le terme du prêt? Que se passe-t-il si vous souhaitez vendre dans 5 ans et que votre dette s'élève à ce moment-là à temps et que la valeur du bien s'élèvera à temps? Voilà, c'est avec des simulations concrètes. Si la banque a fourni ces simulations et ces explications, aucun recours n'est possible. Si la banque s'est contentée de faire signer un contrat avec des clauses rédigées en petits caractères sans aucune explication, les recours sont possibles. Merci. Une question sur les assurances emprunteurs qu'on n'a pas évoquées. Une question de Franck. Que se passe-t-il quand le prêt est en francs suisses et l'assurance emprunteur en euros? Alors là, il y a un vrai souci que je rencontre dans plusieurs procédures. Vous avez un prêt en francs suisses, mais une couverture en cas de décès ou d'invalidité ou d'incapacité de travail en euros. La contre-valeur en euros de la dette garantie. Donc, les personnes emprunteurs ne sont pas parfaitement informées par la banque de ce manque de couverture. Il faut savoir qu'en cas de survenance d'un des risques assurés, l'assurance ne couvrira pas la dette en francs suisses, mais sa contre-valeur initiale en euros, avec des différences qui peuvent être très importantes et donc des préjudices qui peuvent être très importants. Dans ce cas, la banque est responsable, non pas en qualité de prêteur, non pas en qualité de banque, mais en qualité d'intermédiaire en assurance, puisque c'est la banque qui commercialise les contrats d'assurance décès invalidité, et le manque d'information qui lui est lié à sa qualité d'intermédiaire en assurance est distinct des autres devoirs d'information, mais la responsabilité de la banque peut également être engagée à ce titre. Merci. Irina et Delphine nous posent la même question et je pense que ça nécessite et Maria également, ça nécessite peut-être une précision de votre part, Maître Dana. Ils nous disent tous, en fait, donc l'annulation du prêt ne peut donc pas être faite pour des prêts conclus en 2009 ou en tout cas de plus de 10 ans? Non, l'annulation des prêts, il faut bien distinguer annulation du prêt et annulation de la clause. L'annulation de la clause, elle, est possible au-delà de 5 ans. C'est un moyen qui est imprescriptible, sous réserve que le contrat ait été signé par des particuliers, non pas par des SCI. Donc il y a le droit de la consommation, le droit des clauses abusives, qui lui est imprescriptible. Dans ce cas, vous pouvez avoir signé un prêt en 2002, en 1998, et pouvoir agir contre la banque et demander à ce que la clause de change soit réputée abusive. Ce moyen, lui, est imprescriptible et donc tous les recours sont possibles sans limite de temps. En revanche, et là, c'est uniquement le risque de change, la perte financière liée au change, entre le taux initial, prenons un exemple de 1,50 et 1,17, la dette, si vous la convertissez avec le taux de change initial, évidemment aurait été réduite par rapport au taux de change initial. Prenons un exemple simple. Vous avez 100 000 ou 100 000 francs suisses de dette. Si vous la convertissez avec un taux de change de 1,55, vous avez une contre-valeur en euros qui va être bien inférieure
à un taux de change de 1,17, puisque aujourd'hui le cours est à 1,17. Donc c'est cette différence-là qui est la perte financière liée au change. Cette action fondée sur cette perte financière n'est pas encadrée dans une limite de temps et peut être intentée au-delà de 5 ans. En revanche, la nullité, l'annulation des prêts, où là, non seulement on éponge le risque de change, mais en plus, on obtient la restitution des intérêts versés, c'est cette action-là qui est encadrée par un délai de 5 ans. Donc, ce sont deux moyens juridiques, deux actions différentes, et seuls sont concernés par l'action en nullité les prêts souscrits dans un délai de 5 ans, avec une précision pour les prêts in fine. Les prêts in fine dont le capital doit être remboursé au terme du prêt, la jurisprudence dit que le délai de prescription de 5 ans court à compter du terme in fine. De sorte que pour les personnes qui ont souscrit un prêt in fine, cette action fondée sur la nullité du prêt pourrait être également envisagée. Mais l'action en nullité et la clause abusive, ce sont deux moyens juridiques différents à ne pas confondre. Merci. Une question très intéressante aussi d'Henri qui nous dit, voilà, le droit applicable est-il celui du lieu de situation de l'immeuble pour un prêt immobilier en francs suisses? Non, vous assignez une banque qui a un siège social et vous l'assignez dans le tribunal du siège social. La compétence exclusive attachée à l'immeuble n'est pas applicable dans ce cas-là. Vous remettez pas en cause la vente immobilière. Hein. La vente immobilière porte sur l'immeuble. En revanche, le contrat de prêt porte sur un contrat de service financier qui, lui, n'est pas en fait lié à l'immeuble. Il ne faut pas confondre la vente, le contrat de vente et le contrat de prêt. Le contrat de vente porte sur un immeuble. Le contrat de prêt, lui, porte sur un flux financier. Et les fonds sont mis à disposition au siège social de la banque ou à l'agence. Mais de toute façon, vous n'êtes pas tenu par la compétence exclusive attachée à l'immeuble. Merci. Sébastien nous dit, est-il encore possible de faire un recours lorsque le remboursement par anticipation a été fait en 2017 pour un prêt immobilier contracté en 2012? Alors oui, la situation, justement, en cas de remboursement par anticipation, c'est à ce moment-là que le préjudice devient certain et les recours sont possibles après le remboursement du prêt et la vente du bien. Le préjudice n'est certain qu'en cas de remboursement anticipé. Il faut bien garder à l'esprit que les personnes qui envisagent de vendre un bien ou qui sont dans l'incapacité de vendre compte tenu du change, le préjudice pour ces personnes-là n'est pas certain. C'est un préjudice éventuel dans le cas où il y aurait une vente. Mais devant un tribunal, malheureusement, il faut que le préjudice soit certain. Donc on ne peut pas se prévaloir d'un préjudice éventuel. Il faut justement, pour pouvoir avoir gain de cause devant un tribunal, faire valoir un préjudice certain. Et donc c'est justement le cas où la vente a été réalisée, où la perte financière a été subie, que le recours est possible. En revanche, il est tout à fait envisageable de négocier avant une vente avec une banque en expliquant que le préjudice va être subi en cas de vente et que l'emprunteur sollicite de la banque un geste commercial pour qu'elle prenne à sa charge une partie des pertes financières liées au change. En amont de la vente et avec les notaires en charge de la vente, tenter une négociation pour éviter un contentieux et trouver une issue négociée. La mauvaise entente, oui. Pardon, excusez-moi. Mais le préjudice, l'action judiciaire, elle suppose justement que la perte
ait été subi, donc que la vente ait été réalisée, que le prêt ait été soldé. J'aime bien dire, moi, qu'il vaut mieux une mauvaise entente qu'un bon procès, mais je ne sais pas si c'est le point de vue de tous les avocats. C'est une plaisanterie. Un mauvais arrangement, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, oui, absolument. D'ailleurs, dans le cas d'un arrangement amiable, l'emprunteur doit prendre à sa charge une partie de la perte financière. Les termes d'un accord transactionnel, c'est justement de partager la perte et non pas de la faire subir exclusivement à l'emprunteur ou exclusivement à la banque, comme dans le cas d'une action judiciaire. Olivier nous pose une question extrêmement pragmatique qui va probablement vous embêter, Maître Dana, mais je la pose quand même. À combien peut être évalué le coût d'une procédure? Alors là, c'est tout à fait variable. Chaque cabinet d'avocats, chaque avocat pratique des taux horaires ou des facturations différentes. Selon que vous choisissez un avocat parisien ou un avocat de province, les tarifs peuvent varier de manière assez importante. C'est vraiment variable. J'ai pas de chiffres à vous communiquer. Pour ma part, moi, les honoraires sont facturés à l'heure, au taux horaire. Chaque heure passée est facturée selon un taux horaire convenu avec le client. Et donc, plus la procédure dure et plus les honoraires augmentent. Il est possible, dans certains cas, de convenir d'un forfait, au-delà duquel les honoraires cessent d'être facturés, mais dans ces cas-là, évidemment, il y a un honoraire de résultat qui permet à l'avocat de récupérer la facturation du temps passé dans le cas où il y a une décision favorable à l'emprunteur, sachant que ces honoraires-là ne sont dus qu'en cas de décision définitive, c'est-à-dire après l'appel et après la Cour de cassation. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il n'y a aucun honoraire de résultat possible avant la Cour de cassation et que les banques sont très procédurières et que ces procédures-là, si elles doivent évidemment être menées par les emprunteurs, seront menées par les banques jusqu'en cassation. Ouais, donc jusqu'au bout. Stéphane nous pose une question et je pense que ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Il nous dit, Maître Dana, aurait-il des exemples concrets de renégociation qui auraient eu lieu en faveur d'emprunteurs et si oui, en quelle modalité et selon quelle modalité, pardon. Alors, j'imagine que vous ne pouvez pas délivrer de nom d'établissement, mais peut-être avez-vous quelques exemples? Alors oui, je suis évidemment soumis au secret professionnel. Des négociations, évidemment, sont possibles. L'issue des négociations est aléatoire en fonction des banques, en fonction des emprunteurs. Et je ne peux évidemment pas divulguer au micro les cas de mes clients, mais évidemment, des négociations sont possibles et on peut dire, sont en cours. Mais je ne peux pas donner le résultat de ces négociations. Donc il y a quand même donc il y a des banques quand même qui rentrent en matière, comme on dit. Elles rentrent en matière sur la négociation. Elles sont pas fermées. C'est pas une porte de sortie systématique qu'on vous présente. Dans certains cas, ça peut être un chemin pris par la banque, si je comprends bien. Oui, la position officielle de toutes les banques, c'est qu'elles acceptent toutes de négocier. Il n'y a aucune banque qui vous dira préférer le contentieux plutôt que la négociation. Les avocats de banque disent la même chose. Les banques sont toujours ouvertes à la négociation. Il faut leur faire des propositions raisonnables. Et des accords sont toujours possibles. Les banques préfèrent de loin négocier et perdre au cas par cas quelques fonds plutôt que d'engager des procédures qui peuvent durer plusieurs années et avec des résultats qui sont incertains et qui peuvent être évidemment en faveur des emprunteurs. Donc, les banques cherchent toujours à négocier. C'est la position de principe de tout temps des banques.
de principe. Maintenant, en pratique, certaines banques refusent toute négociation, d'autres banques sont plutôt ouvertes à la négociation. Merci. Dernière question, et là, on prendra congé. Brigitte nous dit, voilà, comment trouver un arrangement à l'amiable si mon dossier de prêt est au contentieux et que la banque fait la sourde oreille? Bon, premièrement, si le dossier est au contentieux, il n'y a pas d'arrangement amiable puisqu'on est au contentieux. Maintenant, sortir du contentieux par un arrangement amiable, c'est toujours possible. Comme je vous le disais, les banques acceptent toujours une négociation amiable. En pratique, il faut pouvoir soit se refinancer et rembourser la banque. Les emprunteurs ont emprunté une somme d'argent. Il faut bien avoir à l'esprit que cette somme d'argent doit être remboursée à la banque. Il n'y a pas de prêt gratuit, il n'y a pas de prêts qui ne sont pas remboursables. Donc, il va falloir rembourser. Maintenant, sur les modalités de remboursement, il est possible de convenir d'arrangements. Soit l'emprunteur peut se refinancer auprès d'une autre banque, soit l'emprunteur va vendre un bien. Et c'est là où il y a le maximum de chances de négociation. Même si le bien a une valeur inférieure à la dette, les banques acceptent la plupart du temps, si l'emprunteur est bien assisté d'un avocat, accepte de transiger et de faire des abandons partiels de créances, la vente du bien permettant de régler définitivement le contentieux. En revanche, il n'est pas possible de rester habité dans un bien, ne pas rembourser et ne pas pouvoir trouver d'arrangement amiable. Évidemment, il faut pouvoir donner des solutions concrètes aux banques pour pouvoir négocier et sortir par le haut d'un contentieux. Merci, Maître Dana. Nous allons, on est arrivé au bout, on a légèrement dépassé, on est à peu près dans les délais. On finit sur un terme pas très heureux, contentieux, mais ma foi, c'est comme ça, c'était le sujet. Le sujet n'était pas forcément le plus léger que nous ayons abordé. Alors, je tiens à remercier infiniment David Dana, dont vous trouverez, Maître David Dana, dont vous trouverez les coordonnées donc à l'écran. On n'a pas répondu malheureusement à tout le monde. On a vraiment essayé de faire le max pour satisfaire tout le monde, mais c'est pas le cas. Ce que je vous propose, c'est en cas, je dirais, d'intérêt, c'est de prendre contact avec David Dana directement. Pour ce qui me concerne, vraiment, Maître Dana, je vous remercie. C'était très très intéressant. En tout cas, très gentil de votre part de nous donner les coulisses entre guillemets de tout ce qui se fait au niveau négociation, au niveau arrangement et au niveau évidemment je dirais de votre expertise juridique. Merci beaucoup. Je vous remercie également, donc je remercie les personnes donc qui ont assisté à ce webinaire. N'hésitez pas donc à revenir nous voir sur les différents thèmes qu'on pourra aborder. Vous allez recevoir donc un lien avec le replay de cet échange pour en tout cas revoir les parties qui vous auraient échappé, sur lesquelles vous souhaiteriez revenir. Voilà. Merci à tous. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.